Bonjour et bienvenue sur ce cours dans lequel je vais vous expliquer ce qui vous empêche de maigrir. C'est vrai au fond, qu'est-ce qui vous empêche de maigrir? Hein, on est revenu du 0% de matière grasse à des édulcorants et il reste quand même toute une liste de mythes à démonter, sans compter tout ce qui n'est pas forcément pris en compte dans la vie d'une femme, c'est-à-dire sa toxicité, qu'elle soit interne ou émotionnelle, et ses faiblesses, qui sont elles complètement personnelles. Alors le traitement des faiblesses, c'est ce qui fait toute la force de cette présentation, et on va en parler et faire en sorte qu'elle ne vous empêche plus de retrouver votre poids idéal. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de maigrir? Eh bien, un tas de choses, dont certains mythes, croyances, éducation, et puis surtout vos fringales. Et vous allez voir combien les fringales sont révélatrices de tout ce qui est déséquilibré en vous, ce qui favorise votre prise de poids et vous empêche de maigrir. Alors, j'ai déjà expliqué dans un article que la flore intestinale nous dicte notre comportement alimentaire et nous fabrique des fringales, qu'elles soient de sucre, de salé ou de gras. C'est rarement des fringales de carottes râpées et d'eau. Et ça, c'est une vérité, et pourtant on n'en parle pas souvent. Par contre, on vous laisse croire à des mythes qui, eux, vont vous empêcher de maigrir. Je vais vous les démonter dans cette présentation, je vais vous les reprendre un par un, mais déjà, il y a des choses qui ressemblent à le pain complet est essentiel à un régime équilibré, ou pour maigrir, il faut manger moins gras, un repas équilibré contient une forte portion de féculents. Déjà, je vais vous dire un truc, repas équilibré, manger équilibré, ça veut rien dire du tout, parce que tout doit être complètement personnalisé ici, tout doit être, c'est très, ouais, individuel. Il y a une façon individuelle de prendre les choses, hein. Mais donc, manger équilibré, ça veut rien dire. Manger tout, c'est vrai qu'il faut, on va en reparler. Il y a manger tout, il y a manger, pour bien manger, écoute ton corps. Bon, tout est relatif, la cure de salade aussi, tout est relatif. Un bon antidépresseur, ça aide à éliminer les fringales. Je rigole pas, c'est du vrai, j'ai eu ça en consultation aussi. D'ailleurs, la pauvre qui est venue pour ça, elle s'est complètement détraquée à coup de 20 ans de, je crois, de Zoloft, non, je sais plus lequel c'était, enfin, un antidépresseur, juste pour pas maigrir, pour pas grossir, pardon. Juste pour ne pas avoir de fringales et pas être tentée de manger des trucs qui font grossir. Et puis, il y a aussi la volonté qui suffit pour contrôler ses envies. Alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans, hein? Bon, on va en parler. Alors ça, c'est juste pour qu'on se voit rapidement. Donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cécile Allaire et je suis aromathérapeute holistique, et mon obsession, c'est la toxicité en général. J'essaye d'éduquer le maximum à limiter, à démédicaliser, je dirais, à limiter l'utilisation de médicaments, parce que c'est ma façon à moi d'agir pour aider la planète et les gens à se désintoxiquer, à se détoxifier, surtout la planète d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que j'écris un peu partout sur le sujet, des articles et des livres, et j'enseigne ça aussi au cours dans mon école aromathérapie holistique en ligne, AromaPro. Et donc aujourd'hui, je vais vous éduquer sur un sujet complètement lié à la toxicité physique et émotionnelle, c'est donc la prise de poids. Et vous allez voir à quel point, si on apprend à moins s'intoxiquer et à moins intoxiquer l'environnement, ça se ressent aussi sur notre poids idéal, et sur notre forme en général. Donc on va commencer par le mythe 1, le premier mythe. Le coût du pain. Alors c'est vrai que moi j'ai toujours entendu mon père me rappeler que le pain était l'aliment de base, qu'il fallait pas le jeter, que pendant la guerre ils avaient rien, ils avaient que ça, etc. Et c'est vrai, bon, il y a 70 ans, 80 ans, il fallait pas jeter le pain, c'est évident, mais le pain n'était pas le même qu'aujourd'hui. La toxicité environnementale n'était pas la même, la consommation de médicaments n'était pas la même, le niveau de stress n'était pas le même, la qualité des ingrédients n'était pas la même. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas comparer à aujourd'hui. Et la mode du pain complet, on nous a expliqué que le pain blanc, c'était bon une fois l'an pour le foie gras en gros, et que le reste du temps, il fallait privilégier le pain complet.
Non, d'accord, surtout quand il est au levain. Et là, je suis entièrement d'accord. Ce qu'on ne nous a pas dit, c'est que c'est vrai que l'industrie agroalimentaire a pas mal de choses à nous faire faire. Ils doivent s'efforcer de liquider les excédents de lait et de beurre, en gros, entre autres. Il y a toujours des intérêts financiers derrière des messages du genre oui, manger du pain, manger des céréales. Ce qu'ils disent pas, c'est que les céréales complètes, eh ben, elles ne sont bénéfiques et absorbables par l'organisme que si elles sont germées au départ ou pré-germées, hein. Parce que il y a la graine se protège, ok? Elle est protégée par un procédé qui va euh, la conserver jusqu'au moment où elle sera prête à pousser, hein. Et donc les céréales entières qui sont pas germées n'ont pas été, je dirais, données offertes à la consommation. Donc elles vont être protégées et si elles n'ont pas été en contact avec une certaine forme d'humidité, avec de l'eau, etc., eh ben, il y a, vous ne pourrez pas l'absorber. Il y a une protection dedans, il y a une enzyme qui doit la rendre disponible à la consommation, qui n'a pas été libérée. Et la graine ne vous apportera rien d'autre que des fibres, bon, et surtout une sécrétion d'insuline, hein, du glucose en fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'insuline qui favorise l'accumulation de gras sur le ventre, tout comme celui qui enrobe les organes vitaux et qui vous provoque ce qu'on appelle du diabète 2. Le diabète 2 est directement relié à votre quantité de gras autour des organes, hein. Il suffit qu'on vous fasse une réduction de l'estomac chirurgicale, là, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, une opération qui vous réduit l'estomac, comme ça vous pouvez maigrir. Il suffit qu'au passage on vous enlève le gras autour de vos organes et hop, dans quelques jours vous n'avez plus de diabète 2, hein. Donc c'est cette insuline qui est à l'origine de tout. Et donc le simple fait d'éviter le pain, qu'il soit complet ou pas, donc tout ce qui est blé, hein, et même la plupart du temps céréales, c'est un des meilleurs moyens de libérer votre ventre. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont fait l'expérience s'en sont rendus compte. Et parmi eux, il y a ceux qui ont tenté mon régime anti-candidat, dans lequel il n'y a de toute façon pas de gluten. Eux, ils s'en sont rendus compte. Il n'y a pas de sucre, pas de gluten, du coup, il n'y a pas de, pas de variation glycémique qui provoque des grosses décharges d'insuline et ça se voit tout de suite sur la prise de poids. Alors, il y a un autre mythe qui nous dit qu'il faut maigrir. Pour maigrir, il faut manger moins gras. Bon, il faut maigrir de toute façon pour régler pas mal de déséquilibres et pour se débarrasser du diabète. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tenter de maigrir sans gras, eh ben, c'est une bêtise. C'est une des meilleures façons de foncer dans le mur d'ailleurs. Parce que sans gras, le métabolisme de base baisse, hein. Le système va automatiquement essayer de brûler de moins en moins de calories pour se protéger d'une éventuelle famine, hein. Et donc pour ça, votre corps va stocker le plus de graisse possible là où vous souhaitez justement en perdre le plus. Parce qu'il faut qu'il se mette dans une situation de protection, hein. Il faut qu'il se protège en stockant pour avoir de l'énergie. Mais moins vous allez manger de bonne graisse, plus vous allez aussi vous priver de ce qui lubrifie votre côlon. Ça, on ne vous en parle pas beaucoup. Et il se trouve que c'est dans votre côlon que vous pouvez absorber beaucoup de choses en termes de, bon, peut-être pas, la vitamine, ça va plutôt être au niveau de l'intestin grêle, mais les oligo-éléments, les minéraux, ça va être au niveau du côlon. Et c'est ça qui va garantir une bonne absorption, c'est que vous puissiez éliminer les cochonneries régulièrement, ce qui doit être évacué, et de façon à ce que vos intestins soient suffisamment propres pour laisser passer dans la circulation sanguine ce qui doit y aller, ce qui doit arriver là, hein.
entre autres les vitamines et les nutriments qui doivent atterrir dans vos cellules plus tard. Et donc, si vous n'éliminez pas les résidus, donc ce qui doit passer, ce qui doit être évacué via vos selles, eh ben, vous limitez votre capacité à vous protéger de ce qui pollue vos cellules, parce que vous limitez votre capacité à absorber ce qu'il y a de bon. En fait, même dans le côlon, vous allez réabsorber désespérément les toxines qui restent coincées contre sa paroi. Et là, vous fabriquez une belle toxicité interne. Donc une bonne source de mauvaise mine, une bonne source de mauvaise humeur, une bonne source de mauvaise image de vous, et c'est pas du tout ce que vous espériez au départ. Oui, alors cette toxicité, on n'en parle jamais, et pourtant c'est quand même elle qui est à l'origine de tout ce qui va se détraquer dans votre organisme, faire en sorte que non seulement vous allez prendre du poids, mais qu'en plus vous allez avoir un mal de chien, vous êtes en débarrasser. Pourquoi? Eh bien parce que la toxicité, c'est la mère de l'inflammation. L'inflammation, elle est directement interconnectée avec la présence d'une surpopulation de candidats, d'une flore intestinale défaillante, de fringales de sucre, de blues à l'âme, parce que quand on va pas bien avec le sucre, ben, ça se sent au niveau émotionnel. Et tout ça, ça va vous pousser vers la consommation d'encore plus d'aliments confort dangereux. Alors, on y reviendra sur tout ça. Mais ça nous amène vers un troisième mythe, c'est celui du repas qui contient des féculents. Là, on parlait de dépendance au sucre. Hein, et il se trouve que toxicité, inflammation et candidose ont quelque chose en commun, c'est la fabrication du glucose. Hein. Et la dépendance au sucre, donc aux féculents, c'est une des dépendances les plus difficiles à soigner, parce qu'on va se donner bonne conscience avec le discours collectif qui veut que le pain soit une nourriture saine, bonne pour la santé, et qu'une assiette équilibrée doit contenir sa portion de féculents. Et pourtant, eh ben, que ce soit pâtes, riz, pain, gâteau, bonbons, c'est tout pareil. C'est du glucose. Et c'est une charge glycémique qui va entraîner une décharge d'insuline. Et cette charge glycémique, si elle est trop élevée ou fréquente, eh ben, elle va s'accompagner d'envie de sucre et surtout du coup d'inflammation, qui est la mère de la cellulite et de l'obésité. Et là, on ne parle même pas de tout ce qui est lié au cortisol. Et, voilà. On pourrait s'étaler très longtemps sur le sujet. Alors, on a un quatrième mythe qui nous dit qu'il faut manger tout. Là, ça devient très intéressant parce que je pose souvent la question, laquelle de l'inflammation et de la toxicité a entraîné l'autre? Qui est l'œuf, qui est la poule, hein? Eh bien, je vais vous dire les deux, mon général, parce que aujourd'hui, il est très difficile d'échapper à la fois à la toxicité qu'on a dans notre air, eau, nourriture, médicaments, dans les vaccins. Hein. Ça, on est condamné. Bon, moi, personnellement, je fais un effort permanent pour faire attention à mon air, à mon eau, à ma nourriture, et je touche ni à des médicaments ni à des vaccins. Mais tout le monde ne peut pas en faire autant. Hein. Donc, cette toxicité, déjà, on va l'hériter de nos parents. Hein, elle est associée à notre héritage génétique. Elle va nous rendre plus vulnérables à des produits auxquels notre immunité va réagir. Hein, c'est ça qui va provoquer de l'inflammation interne. C'est ce qui explique pourquoi il y en a qui peuvent manger n'importe quoi, respirer n'importe quoi, avaler n'importe quoi sans jamais être malade. Et puis il y en a d'autres, il ne leur faut pas grand-chose. Hein, par exemple, là j'ai découvert il n'y a pas longtemps que j'ai une de mes élèves qui m'a avoué avoir déclenché une réaction mortelle à, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit, à un aliment, à une substance bébé. Bah dis donc, oui, c'est impressionnant quand même. Et donc, ça vient de ce qu'on a récupéré de nos parents. Hein, et ça provoque donc de l'inflammation complètement invisible. Et cette inflammation invisible, elle va nous empêcher de correctement digérer et assimiler nos aliments. Hein. Elle va perturber l'équilibre microbien de notre système digestif. Et elle va favoriser le développement d'envahisseurs pathogènes, des cochonneries, quoi, en fait, hein, tels que le candida albicans et surtout les métaux lourds. Les métaux lourds, je vous rappelle que dès que vous utilisez un médicament ou un vaccin, vous y avez droit. Hein.
Et ça, on peut les avoir un peu partout dans le corps parce qu'ils adorent se loger dans ce qui est tissu adipeux. Et qui dit tissu adipeux dit terminaison nerveuse et cerveau, hein, principalement. Et donc, c'est là que la boucle est bouclée. On se retrouve avec un magnifique cercle vicieux de toxicité, inflammation, toxicité, inflammation. Ok. Alors, c'est là qu'il faut qu'on comprenne que plus on est toxique, plus on va réagir à de plus en plus de substances. Et surtout à des aliments courants réactifs. C'est des aliments qui, quand nous, enfin, certaines personnes vont absolument pas, peuvent les manger sans aucune réaction, et puis d'autres, comme, bon, par exemple moi, pendant des années, j'ai réagi aux œufs et aux amandes sans le savoir. Hein. Il a fallu qu'on fasse un test sanguin pour découvrir que effectivement je produisais des immunoglobulines G à chaque fois que je mangeais des amandes et des œufs, au point où il a fallu que je cesse d'y toucher pendant des mois pour pouvoir travailler sur mon niveau inflammatoire. Donc c'est des aliments dont l'ingestion va entretenir l'inflammation interne et tout le cercle vicieux qui vient avec. Hein. Et ça, c'est malgré nous. Et ces aliments-là, eh ben, si on les consomme régulièrement, justement parce qu'ils entretiennent l'inflammation, eh ben, ils vont nous faire grossir. Ou empêcher de maigrir, ou empêcher de grossir d'ailleurs. Ça, je pourrais le rajouter ici. Il y en a toujours, quand je écris quelque chose sur l'amaigrissement, qui me disent « Et celles qui n'arrivent pas à grossir ?» Eh bien oui, c'est le même genre, c'est exactement la même chose, c'est la même approche. Hein. Donc ces aliments-là, ils sont difficiles à identifier parce que ce n'est pas des allergènes, on n'y réagit pas comme on a des allergies. Hein. On y réagit de façon très discrète, hein. Peut-être quelques heures après, ou le lendemain, ou le surlendemain. Et en général, ce sont les aliments dont on a le plus besoin pour se réconforter, à savoir blé, lait, sucre. Hein. Tout ça, bon, pour vous donner un exemple très facile, hein, le, le pain au chocolat trempé dans le chocolat, dans le chocolat au lait, par exemple. Hein. C'est irrésistible. Qui c'est qui peut résister à ça? Et pourtant, ça fait partie des substances les plus addictives, les plus génératrices d'inflammation interne. Et les personnes qui ignorent ça, eh ben, entretiennent un magnifique cercle vicieux à se sentir mal et à essayer du coup de se sentir mieux en consommant ces aliments-là. Et ils se refont mal, etc., etc., etc. Hein. Alors, et si vous vous rendez bien compte que vous subissez ce genre de cercle vicieux, ce qu'il faut que vous fassiez quand même, c'est rien que éliminer la caséine et le gluten pendant quelques semaines. Rien que ça peut être suffisant pour éliminer des fringales de sucre, vous faire considérablement dégonfler déjà, parce que ça risque très fortement d'enrayer un processus d'inflammation interne. Et là, vous allez vous rendre compte en même temps combien vos douleurs habituelles, qu'elles soient physiques ou émotionnelles, hein, vont disparaître. Ça va très vite, hein. Ça prend en général une semaine. Hein. Alors, si en plus vous utilisez des huiles essentielles qui sont fortement anti-inflammatoires, là vous allez le sentir encore plus vite. Et si en plus vous ajoutez à tout ça des probiotiques ou des prébiotiques et de la L-glutamine par exemple, qui sont des outils indispensables à la diminution de l'inflammation intestinale, vous allez le sentir encore plus vite. Hein. Parce que le but c'est de reconstituer l'intégrité de votre muqueuse, donc l'intégrité de ce qui est indispensable à l'absorption correcte de vos nutriments dans les intestins. Alors, c'est vrai que pour bien manger, écoute ton corps. C'est vrai dans la plupart du temps. Moi, je suis la première à dire que dès qu'on se débarrasse de nos toxines, on se reconnecte enfin avec nos vrais besoins et que du coup, là, on peut écouter nos envies. Mais c'est quand on a détoxifié, ok? C'est vraiment juste une fois qu'on est équilibré. C'est pas le cas quand on a des problèmes de poids, qu'on est intoxiqué, qu'on n'est pas bien. Parce que quand on est... ben oui, quand on est intoxiqué, qu'on subit par exemple une magnifique candidose, ben le candidat, lui, il n'est pas fou. Hein. S'il veut continuer à proliférer, il lui faut du sucre. Hein. Et ouais. Donc, il va vous donner encore plus envie de sucre. Ok ?
Donc l'équilibre bactérien, enfin, ou plutôt son déséquilibre hein, au niveau de la flore intestinale, c'est ça qui va nous inciter à consommer ce dont les bactéries indésirables, comme un candida par exemple, ont besoin pour poursuivre leur invasion. Lorsqu'on est encore suffisamment capable d'entendre les messages de notre corps, parfois on a des vraies envies qui nous donnent vraiment envie de quelque chose d'intéressant. Moi, il m'est arrivé d'avoir des envies irrépressibles de chou-fleur, cru en plus. Donc je me baladais avec des petits ziplocs dans mon sac, bourrés de petits bouts de chou-fleur que j'arrêtais pas de grignoter. C'était une urgence, le chou-fleur. Maintenant, j'ai des urgences d'algues. Bon, parce que je suis en pleine ménopause et que automatiquement en pleine ménopause, c'est la thyroïde qui en prend plein les dents et on a la chance d'être relativement détoxifié, à ce moment-là, on le ressent ça. Donc, à ce moment-là, oui, écoutez vos envies, écoutez votre corps, absolument. Ok. C'est aussi le cas de ceux qui ont des besoins d'oméga 3. Hein. On peut avoir des envies de gras d'un coup. Hein. Mais à ce moment-là, quand vous avez des envies de gras, c'est pas vers le paquet de chips qu'il faut aller, hein, c'est vers la sardine, ou vers le beurre d'amande, ou vers l'avocat mayo, par exemple, mais pas vers les chips. Hein. Il y a une autre envie, souvent, c'est la cure de salade. Hein. Mais ça marche dans certaines conditions. Ça, c'est valable uniquement si vous êtes bien, pas quand vous n'êtes pas bien. Ok. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas déjà victime d'une magnifique candidose. Parce que dans le cas d'une invasion de candidats albicans, quand par exemple vous subissez des cystites à répétition, des mycoses vaginales, quand vous avez des démangeaisons, des maux de tête, des envies de sucre, quand vous êtes fatigué tout le temps, quand vous subissez de l'anxiété, etc. Ça veut dire que vous êtes bouffé au mythe par le candidat. J'aime bien bouffer, mais c'est vraiment ça, parce que le candidat vous fait des trous partout dans vos muqueuses, vous laisse plein de toxines, vous entretient votre inflammation interne. Et il y a des chances pour que si vous vous lancez dans une cure de salade, eh ben, vos symptômes ne fassent que s'aggraver. Et je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, ça vient de la médecine traditionnelle chinoise. Si je me demande qu'est-ce qui serait passé si j'avais pas été vivre en Chine un petit peu, si j'avais pas fait mes études là-bas, quoi. Parce que c'est mes profs sur place qui savaient tout ça. Et j'avais jamais entendu parler de ça avant. Et d'ailleurs, moi j'ai des élèves qui ont fait leurs études de naturopathie en France et qui n'avaient jamais entendu parler de ça non plus. Et en médecine traditionnelle chinoise, on explique que le déséquilibre du méridien de la rate est une belle façon d'entretenir beaucoup de toxicité interne. C'est le canal énergétique le plus impliqué dans le développement de la candidose, donc de l'infection à candida dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et donc c'est responsable de la transformation et du transport de la nourriture dans le corps. Parce que c'est bien beau de digérer ce que vous mangez, mais énergétiquement, il faut de quoi tout transporter là où vous en avez besoin. Et donc si ce méridien a une énergie défaillante, il y a des symptômes qui vont se manifester. C'est très facile à reconnaître, hein. Quand vous faites des sensibilités alimentaires, quand vous êtes sensible au gluten ou aux levures vivantes, genre la levure de boulanger par exemple, quand vous avez sans arrêt des envies de sucre, quand vous avez des problèmes de diabète, de sommeil agité, de mauvais drainage lymphatique, de mauvaise circulation, quand vous êtes dépressive, anxieuse, etc., ça veut dire que vous avez une rate vide. J'appelle ça une rate vide. Bien sûr, c'est aussi des symptômes typiques de candidose. Mais tout est interconnecté ici. Hein. Qu'est-ce que vient faire la rate dans mon histoire de salade? Eh bien, bon, il faut qu'on reprenne des choses depuis le début pour que ça soit clair un petit peu. Hein, on va récapituler. Si vous avez bien suivi jusque-là, vous avez dû comprendre que c'est la toxicité et l'inflammation interne qui facilite votre prise de poids. Et c'est surtout ça qui vous empêche de maigrir. Ok? Ça vous empêche aussi de grossir quand vous avez besoin de grossir. La candidose, ça va se rajouter à cette équation parce qu'elle est intimement liée au déséquilibre du méridien de la rate. En fait, la cellulose des légumes crus et froids fait partie de ce qui déséquilibre ce méridien. Donc ce qu'on appelle ce qui creuse la défaillance de la rate. Et donc c'est ce qui vous donne vos envies de sucre, votre rétention d'eau, vos problèmes digestifs, etc. Okay. Donc
quand on a, en général, c'est pour ça qu'en Chine, on va jamais vous donner une salade, on va vous donner des légumes qui auront été ce qu'on appelle bon, rapidement cuits, donc qui ne seront pas complètement cuits, mais dont la cellulose a été suffisamment ramollie pour qu'elle ne vienne pas nous vider notre hâte. Ok, tout est une histoire de cellulose. Hein. La cuisson au wok, c'est quelque chose de très rapide, les légumes sont très croquants, mais la cellulose a été quand même cassée. Hein. Donc les salades, c'est pas n'importe quand. Si vous souffrez d'inflammation interne, donc de candidose, et que vous consommez surtout des salades, et que vous buvez en plus des boissons froides, ça c'est le coup classique, c'est ce qui arrive toujours en été, et bien là vous aggravez votre cas considérablement. Si par chance vous n'aviez pas encore une candidose au départ, ben, vous êtes quasiment sûr de vous la fabriquer. Il y a un exemple pour ça, je donne l'exemple, j'ai une copine qui mange que cru depuis 30 ans. Non seulement elle mange cru, mais en plus que végétalien. Donc elle, c'est au départ parce que c'est une grosse flemmarde de la cuisine. Avant de manger cru, elle se suicidait entre guillemets à la tartine de miel parce qu'il lui fallait de l'énergie. Donc là, c'est quelqu'un qui du coup mange principalement que des fruits et des légumes crus entiers parce qu'elle ne va pas se les préparer, hein, elle ne va pas aller se les réduire en jus ou se les réduire en purée, quoi que ce soit, elle ne va rien faire. Et donc, elle associe donc la cellulose des végétaux froids, hein, avec souvent une quantité de sucre excessive parce qu'elle mange énormément de fruits secs, hein, pour avoir de l'énergie. Elle va associer tout ça et donc elle souffre de tous les symptômes d'une magnifique candidose chronique. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle transforme ses légumes très fibreux en jus, hein, mais elle ne le fait pas. Il faudrait qu'elle se fasse des smoothies, il faudrait qu'elle se fasse des crèmes crues, il faudrait qu'elle consomme plus d'oléagineux, il faudrait qu'elle fasse gonfler ses fruits secs, hein, il faudrait qu'elle prenne le temps de se faire des graines germées, il faudrait qu'elle boive beaucoup d'infusions chaudes. Hein. Mais ce n'est pas forcément le cas. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Eh ben, elle sabote son niveau d'absorption parce que chez une crudise végétalienne, il faut vraiment faire très attention pour éviter les carences. Hein, et on peut très facilement aggraver consciencieusement sa candidose en même temps. Hein, c'est ce qui se passe pour elle. Donc bien sûr, elle n'a pas de problème de poids, elle est épaisse comme une ablette. Mais il vaut mieux être un petit peu plus ronde que comme elle, perclue d'ostéoporose et d'inflammation en permanence. Hein. Elle a quand même eu beaucoup de problèmes de dents, de déminéralisation. Hein. Alors, bien sûr, vous pouvez faire une cure de salade, mais pas n'importe comment. Vaut mieux faire une cure de salade en jus. Voilà, c'est tout. Il faut attendre d'aller bien pour manger des salades. Il faut de l'équilibre en tout. Hein. C'est bien de passer par la case détox, mais surtout en chouchoutant sa rate. C'est ce qu'on fait quand on fait un régime anti-candidat. Moi, je fais consommer beaucoup de jus à mes élèves et à ceux qui lisent, qui se rééquilibrent, qui lisent l'équilibre anti-candidat. Ça marche. Hein. D'ailleurs, j'ai une lectrice comme Françoise qui m'a écrit, qui m'a dit qu'elle avait perdu 25 kilos comme ça. C'était pas le but, hein, mais c'est un des effets secondaires d'une approche anti-candidat. Alors, en ce qui concerne c'est vrai que ce qui se passe dans le cerveau, c'est important. Le cerveau, c'est un des grands responsables de la prise de poids à cause des neurotransmetteurs quand ils refusent de bien travailler. Et les neurotransmetteurs, c'est comme le reste du corps. Hein. Ils ont besoin d'être nourris pour bien fonctionner. Mais ils ont besoin d'acides aminés, de divers minéraux, parce que c'est eux qui vont permettre la synthétisation de substances indispensables au bien-être comme la sérotonine et la dopamine. Et puis, il y a malheureusement celles et ceux qui mangent n'importe quoi pour se faire du bien et ceux qui choisissent des drogues légales que sont les antidépresseurs pour remplacer l'état de bien-être qu'ils pourraient avoir en étant équilibrés. Donc, à la base, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des faiblesses. Alors, on va les passer un petit peu en revue. Il y a ceux qui ont un héritage génétique qui les rend prédisposés à cet état de fringale. Il y a leur environnement, leur culture. Ça impose des faiblesses minérales
qui vont se traduire par un mauvais fonctionnement de certains neurotransmetteurs. C'est surtout transmissible de père en fils, ça, hein. Et donc, il y a du coup ceux qui ont des glycémies irrégulières, qui ont tendance aux crises de tétanie, à l'hypoglycémie, qui ont toujours besoin de quelque chose à manger sous la main, qui ont toujours envie de sucre, de féculents. Et ça, c'est les proies classiques à la candidose et au déséquilibre rate, hein, d'ailleurs, hein. Et puis, donc dans ces cas-là, bon, ça c'est un sujet que je connais bien parce que je suis une des premières victimes de ça, hein, toujours été hypoglycémique jusqu'à ce que j'arrête de consommer du sucre. Il faut impérativement dans ce cas-là relancer le système digestif. Il faut se détoxifier avec un régime anti-candida. Il faut utiliser régulièrement des huiles essentielles qui sont notoirement antifongiques. Et il faut aussi complémenter, hein, avec du picolinate de chrome pour réguler la glycémie, du GABA pour aller mieux dans sa tête et de la L-glutamine pour faire du bien à son intestin. Et il y a des profils de faiblesse aussi vers ceux qui souffrent du foie, mais pas forcément au niveau de l'organe, hein, tout simplement au niveau énergétique. Et ceux-là, ils ont tendance à l'irritabilité, à la colère rentrée, ils ont des problèmes de règles douloureuses, des envies de manger l'après-midi, ils ont du mal à s'endormir tôt, hein, du coup ils se réveillent tard. Ça, c'est très classique. Et pour ces gens-là, ben, il faut impérativement détoxifier son foie, résister à l'envie de manger des cochonneries du type plat en sauce, gratin, pâte à la crème, carbonara, etc., pleine de fromage. Il faut surtout utiliser régulièrement des huiles essentielles qui soutiennent la sphère hépatobiliaire. Ma préférée là-dedans, c'est la carotte. Et il faut surtout se supplémenter, hein, en tryptophane pour dormir, en huile essentielle. Il faut privilégier la mandarine et la marjolaine, parce qu'il faut travailler sur le système nerveux. Et puis, quand on parle de système nerveux, il y a les stressés chroniques, hein. Ceux-là, ils ne savent pas se détendre, ils ne peuvent pas ni maigrir ni grossir, hein, souvent. C'est à cause du stress. Le stress, c'est une des plus grosses sources de dysbiose, donc de déséquilibre bactérien au niveau de la flore, donc de croissance incontrôlée de la candidose. Ceux-là, ils ont tendance à s'intoxiquer parce qu'ils sont souvent constipés chroniques ou alors ils sont colopathes. Ils n'ont même pas le temps de cuisiner eux-mêmes. Ils se jettent trop facilement sur la cuisine toute prête qui n'a rien d'idéal en termes de nutrition. Et pour eux, évidemment, il faut tout recommencer depuis le début, il faut travailler sur le système nerveux, il faut leur donner impérativement des huiles essentielles anti-stress en massage intégral, hein, comme la rosoto, l'encens de Liban, le citron, le vétiver, le pamplemousse. Ça, c'est des huiles qui peuvent être utilisées régulièrement chez les super stressés. Bon, il vaut mieux trouver l'idéal, hein, il faut faire du sur-mesure, encore une fois, mais c'est une bonne suggestion. Et il faut les supplémenter avec du GABA et de la L-théanine de préférence. Et puis, il faut qu'ils aient la volonté, hein, de s'en sortir. C'est pas facile quand on est stressé. C'est vrai que la volonté, c'est important. Je dirais, l'autodiscipline, c'est important. Mais il y en a, c'est au-dessus de leur force, hein. Il ne faut pas oublier que manger, c'est aussi là pour se faire plaisir, hein. C'est pas pour rien, c'est une carotte, hein. Si on n'avait pas envie de manger quelque chose de bon, on mangerait rien, puis on se laisserait crever de faim, la bouche ouverte, hein. Donc, il faut bien sûr être attiré par le plaisir de manger. Le plaisir est essentiel dans l'équilibre. Mais il ne faut pas se laisser mener par le bout du nez, par le sucre. Parce que plus on en mange, plus on en a envie. Et là, une fois qu'on est coincé par le cercle vicieux, c'est très difficile de dire non. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a envie de quelque chose de sucré? Quelles sont nos émotions? Qu'est-ce qui se passe quand on est face à une belle vitrine avec plein de belles truffes au chocolat, aromatisées, fourrées, etc. Il y en a, c'est des œuvres d'art, hein. C'est presque légitime de craquer. D'ailleurs, moi j'attends de me trouver dans quelque chose de particulièrement irrésistible pour craquer. Je ne vais pas aller craquer sur un paquet de chips ou un hamburger de bas étage, surtout pas, hein. Je vais faire attention à ce que je me rentre dedans. Si déjà je me fais du mal, autant que ce soit pour me faire du bien. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des choses qui ont été formulées scientifiquement pour vraiment titiller vos récepteurs émotionnels là où il faut, hein, avec assez de gras, de sucre, de sel.
c'est scientifiquement mis au point quand même, hein. Il y a quand même beaucoup de gâteaux et de crackers, de chips, de petits machins apéritifs qui sont faits pour, hein. Méfiez-vous de ça, hein. Il faut se méfier aussi de ce qui dépend des habitudes. Les habitudes, ça se crée, et c'est là qu'il est très difficile d'agir. Quand vous mangez quelque chose qui ne vient pas d'une envie, d'un besoin, hein, quand c'est pour noyer quelque chose, quand c'est pour noyer une solitude, un vide intérieur, etc. Les émotions, c'est des facteurs très importants à considérer quand on veut perdre du poids, les habitudes aussi. Et pour se débarrasser de tout ça, ça demande souvent un gros effort, mais une fois que vous avez réussi à le faire, vous en voulez plus après. En fait, vous avez trop peur de vous retrouver dans le même état qu'avant. C'est ce que les gens qui se mettent à suivre un de mes programmes me disent après. Au début, ils me disent: «Ah, mais quand est-ce que je vais pouvoir manger normalement?» Et je leur dis: «Mais manger normalement, ça veut dire quoi? Si ça veut dire manger selon les dictats de ce que l'industrie agroalimentaire vous impose, ben, c'est pas forcément ce qui vous convient.» Il faut pas oublier ça. Alors la solution, c'est que tout ce dont vous avez besoin, c'est de reconnaître quelle est la relation que vous avez avec ce à quoi vous ne pouvez pas résister, hein. Il faut l'admettre et vous en débarrasser. Bon, c'est quelque chose que moi je fais faire quand on s'adresse à moi pour corriger les habitudes alimentaires, hein. J'ai des programmes à coup d'EFT, où j'utilise beaucoup d'huiles, hein, qui vont agir sur le lâcher-prise, hein, tout en nettoyant le foie. C'est beaucoup plus facile de faire lâcher prise quand on nettoie le foie de quelqu'un, hein, c'est clair. Parce que le foie, c'est incontournable pour maigrir. Et si vous ne savez pas quoi faire pour soulager votre foie, vous n'y arriverez pas, hein, vous ne pourrez pas maigrir. D'ailleurs, à ce sujet, pour vous donner un exemple, euh, j'ai une formation consacrée aux femmes, hein, tout ce qui est problèmes, surtout urogénitaux, qui partent pas, tout ce qui est... les problèmes urogénitaux des femmes ont beaucoup un lien avec leur état émotionnel et leur toxicité émotionnelle. Et il y a une toxicité émotionnelle qui vient absolument pas de ce qu'on mange, hein, qui est une autre accumulation et qui vient de la colère, de ce qui n'est pas exprimé. Et ça vient s'ajouter au foie. Ça vient s'ajouter à la toxicité du foie et au déséquilibre du foie. Et souvent, il faut impérativement pratiquer un gros lâcher-prise pour régler ce type de problème. Et c'est ce qui fait la grande différence entre quelqu'un qui arrive à se débarrasser de ses problèmes urogénitaux et ceux qui n'y arrivent pas. Il y a une histoire de lâcher-prise. Et pour vous donner un exemple, donc dans cette formation, je crois que je consacre quasiment tout un module au lâcher-prise. Tellement que c'est important et tellement que il faut passer par là pour vraiment soulager son foie et passer à autre chose, hein. Lâcher ce qu'on connaît et se décider à switcher vers autre chose qui va nous faire du bien, hein. Souvent, le foie nous empêche d'avancer, hein, donc il faut y penser aussi. Alors, je vous ai fait un petit récapitulatif. Donc, ce qui vous empêche de perdre du poids, ce qui bloque dans tous vos efforts, c'est de systématiquement inclure le blé, qu'il soit blanc ou pas, hein, ne pas consommer les bonnes graisses, inclure systématiquement des féculents dans vos repas, ignorer ce qui entretient votre inflammation interne, à savoir la toxicité, la candidose, les sensibilités alimentaires, vous acharner à faire des cures de salade, ignorer votre niveau d'absorption minérale, compter sur les médicaments pour vous aider, ignorer les faiblesses qui vous sont propres, négliger votre foie et vos blocages émotionnels. Alors, bah oui, il faut penser à tout ça, c'est beaucoup, hein. Beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. Alors, pour vous faciliter les choses, vous pouvez toujours vous aider avec ce que je vous ai récapitulé dans l'équilibre anti-candidat, hein. Il y a tout ça là-dedans. Là, je vous prends par la main, mais ça reste un livre. Il y en a chez qui il faut être accompagné toutes les semaines, et c'est ce que vous avez dans Santé Intime par contre. Santé Intime, c'est un programme de 8 semaines ou de 6, je sais plus, non, je crois que enfin bon, bref, il y a plusieurs semaines, et qui est coaché, donc vous n'êtes jamais tout seul, hein.
Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de vraiment faire du sur-mesure. Et il y a surtout ce module consacré au lâcher-prise dans cette formation. Voilà, donc vous avez quand même des moyens hein, pour y arriver. Il ne faut pas rester indéfiniment avec vos problèmes euh, qui sont vraiment... C'est très difficile de sortir de la toxicité et de l'inflammation. Je le sais parce que je l'ai fait. Et je le sais parce que je coach des gens tous les jours sur le sujet. Donc, ne restez pas avec ça. Vous allez entraîner de la chronicité, vous n'en avez pas besoin. Mais donc, je voulais vous dire que vous pouvez tout à fait vous en sortir. C'est à vous de faire le premier pas. Personne ne le fera à votre place. Alors, merci d'avoir été là. Et on se reverra, j'espère, dans d'autres vidéos.